Pour Léo, chaque épreuve est un nouveau challenge et l'annonce de son cancer n'a pas échappé à cette règle. Salut Léo, comment vas-tu ? Salut Chloé, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Je suis trop heureuse que tu sois le premier invité au micro de l'Odyssée et que tu puisses nous partager ton parcours inspirant. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Dans quel environnement as-tu grandi et ce que tu fais aujourd'hui ? Absolument. Alors du coup, je m'appelle Léo, j'ai 25 ans. J'ai grandi à Angoulême, dans un petit village qui s'appelle Malaville exactement, avec ma mère. Ensuite, je suis parti faire mes études à Angoulême, puis Lille, puis Nice, en passant par l'Espagne. Et ensuite Paris, où j'ai eu mes premiers jobs. Je suis resté à Paris 3 ans. Et après Paris, je suis parti voyager en Amérique latine et Amérique du Nord, puis en Asie. Et puis là, il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre à moi, qui est d'aller travailler en Australie dans 24 heures. Génial. On va détailler un peu plus ton parcours pour comprendre pourquoi tu as pris ces décisions. Mais avant, j'aimerais comprendre un peu mieux à quoi ressemble une enfance à la campagne. Tu as dit que tu as été élevé avec ta maman. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour qu'on comprenne un peu mieux tes choix après ? Ouais, bien sûr. Pour un peu de contexte, j'ai grandi seul avec ma maman parce que mon père est italien et il vit en Italie, il a sa famille en Italie, donc j'ai grandi seul, donc dans une petite maison entre les vignes. Et à la fois c'est très paisible, c'est trop tranquille, surtout quand on est seul. J'ai passé beaucoup de temps de mon enfance seul. J'ai été éduqué entre ma mère et ma grand-mère, mais a posteriori c'est quand même pas mal de temps tout seul. Ok. Et quand tu étais enfant, c'était quoi ton rêve ? T'aspirais à quoi ? Je voulais devenir chef de chantier. Je voulais conduire des grosses machines et construire des ponts. J'adorais les Caplas. J'aime toujours les Caplas. J'aime toujours l'idée d'être chef de chantier, mais je le serai pas. Et est-ce que tu avais ce rêve, cette ambition parce que tu connaissais quelqu'un qui justement incarnait ce rôle, ce métier ? Comment c'est venu ? Que du coup, c'est pas du tout ce que tu fais aujourd'hui, donc c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Il y avait bien un ami de ma maman qui s'appelle toujours Richard, pardon. Et qui effectivement lui était chef de chantier. Maintenant, je connaissais pas très bien son métier et je pense que cet attrait pour la construction et les choses comme ça ont été générés par les jouets que j'ai eu beaucoup. Je pense pas que ce soit Richard qui ait généré en moi cette idée, peut-être inconsciemment, mais bon, j'étais petit donc je sais pas tout. Et tu nous parlais de ton papa qui faisait pas partie du foyer. Est-ce que tu penses que ce manque, si on peut appeler ça un manque, a affecté la suite de ton parcours ? Grandir juste avec sa maman, son papa, naturellement, ça affecte ton parcours. Bien sûr. Parce que, dans le classique et imaginaire de notre société, t'as un papa et une maman. Bon, c'est être OK avec les mamans et papa, mais... Deux figures. Voilà, deux figures. Donc voilà, avoir une maman unique, c'est différent. Ma mère m'a raconté une anecdote sympa il y a pas longtemps, que je n'avais jamais entendue. C'est qu'effectivement, quand je voyais des hommes venir régulièrement à la maison, que ce soit ses amis, surtout ses amis, et ben il y en a pas mal. Au bout d'un moment, je les regardais dans les yeux et je leur disais papa, non c'est papa. À savoir si c'était mes papas. Voilà, je cherchais un peu. Oui, tu cherchais tellement petit. Je l'ai un peu ignoré toute mon enfance. J'ai eu un contact régulier avec mon père dans le sens où il m'envoyait des cartes pour mon anniversaire. On s'appelait régulièrement, ma mère, lui et moi. Donc il a toujours été dans le paysage. Enfin, tu savais qui il était. J'ai toujours su qui ma famille, comment ma famille était constituée, où ils étaient. Enfin, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour savoir qu'ils existent. En revanche, j'ai aucun lien avec cette famille-là. Et mon père, en tout et pour tout, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Là, on est en 2024, je l'ai pas vu depuis 5 ans. Ça me manque, mais sans me manquer trop, sachant qu'il a jamais été là. Donc finalement, tu n'as jamais eu quelque chose. À part si les autres te le font ressentir comme quoi c'est un manque, quelque part, tu commences à l'intégrer. C'est plus dur à l'adolescence. Typiquement, quand je l'ai vu, quand j'avais 13 ans, 13-15 ans, c'était compliqué. Ouais, tu avais pas mal de questions. Ouais. J'avais un peu plus de haine, un peu plus de... Ouais, il y avait un truc en moi qui était pas bien établi. Quand je pense et quand je me pose sur le sujet, ça m'empêche pas de lâcher une petite larme ou d'être émotionnel. Mais bien plus consciemment, je l'ai accepté. Je sais que j'ai une famille, mais j'ai pas envie forcément de prendre contact avec eux dans la mesure où c'est pas eux qui viennent vers moi.
puisque c'est moi l'enfant caché, donc j'ai pas envie de déséquilibrer Bien sûr. tout un bloc. Et voilà, grandir à la campagne dans ce schéma-là, C'était une belle enfance. c'était une belle enfance. J'ai une relation particulière avec ma mère parce qu'on est Très fusionnelle. on est très fusionnels. Et j'aime partager beaucoup de choses avec ma maman parce que c'est aussi une façon de vivre avec elle, sachant que je vis beaucoup à l'étranger ou loin d'elle. Que si je fais le choix de censurer ce que je vis dans ma vie, sachant que j'ai quand même une aversion au risque qui est particulière, si je fais pas tout lui raconter, ça me priverait de moments sympas et elle, ça la priverait de connaître son fils et de le voir évoluer alors que je trouve que j'évolue plutôt bien. Ce serait dommage. Justement, on va parler un peu de cette évolution. Tu as parlé de départ à l'étranger. Quel a été le premier voyage? Pourquoi? Tes motivations? Est-ce que tu as eu peur? Que tu peux nous raconter? J'ai commencé ma carrière de traveler avec ma mère, justement. Elle m'a beaucoup fait voyager. Moi, j'ai été conçu au Burundi pendant qu'elle était en service humanitaire en tant qu'infirmière en Afrique centrale. Et je suis né en France. Ok. Mais donc, naturellement... Oui, déjà, tu avais la fibre Voilà. grand voyageur. On peut le dire comme ça. Premier voyage que j'ai fait seul, je devais avoir 15 ans. Et je suis parti avec mon meilleur pote à Londres. Et donc là, c'était assez particulier parce que lui avait 16 ou 17 ans. Moi, j'avais pas l'âge de voyager tout seul. J'avais pas le droit de prendre l'avion, à moins d'avoir une attestation écrite de ma mère et une personne plus âgée que moi qui avait l'âge de prendre l'avion. Et lui avait justement l'âge. Donc, on est parti découvrir la vie londonienne. Et c'était vraiment l'immersion totale. Mes premiers voyages magnifiques. Et ça, c'est quand même génial que ta mère t'ait fait confiance à 15 ans et t'ait dit « Ok, mon fils, tu peux partir à Londres avec ton pote. » Ouais. Du coup, premier voyage. Et après, donc, tu fais tes études. Tu choisis de t'orienter dans quel secteur? Je suis parti faire une licence d'éco-finance au lieu de faire une licence d'éco-gestion parce que donc, je dis quand même pas y aller trop facile, on va se faire un peu de mal. Et puis la finance, ça a l'air intéressant. Si on peut gagner beaucoup de sous très vite, c'est aussi intéressant. Moi, je me suis dit que si je pouvais être très riche très vite, ça me permettrait de sortir rapidement aussi d'un système où cash is king, et donc si t'as pas d'argent, t'es pas libre. Oui, donc tu voulais un métier éventuellement dans une grosse société qui te permette très vite de gagner beaucoup d'argent. C'est un peu l'objectif. C'était l'idée. Et après, qu'est-ce que tu décides de faire? Après 2 ans à la Cato de Lille, donc, j'ai choisi de partir en Erasmus. Et donc, je suis parti étudier 1 an en Espagne. Est-ce que c'était vraiment, du coup, la première fois que tu partais vivre dans un nouvel endroit seul? Première fois, entre guillemets, dans le sens où j'ai fait un interrail une année avant. Donc, interrail, c'est quand tu pars en train découvrir l'Europe? Exactement. Donc, tu prends un billet, tu payes un billet où tu peux avoir accès à tous les trains d'Europe moyennant des frais de réservation. J'ai fait 30 jours de voyage où j'ai passé les 7-8 premiers jours avec un ami de ma mère. C'est un ami qui s'appelle Jean-Jacques, qui avait 73 ans à l'époque. Et comment ça se fait que tu te retrouves à partir avec Jean-Jacques? Et en fait, à cette époque-là, j'ai pas beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé. Donc l'été, je vais faire des petits boulots chez les potes de ma mère ou à droite à gauche. Et je lui explique mon projet de dire j'ai besoin de bosser chez toi et de gagner de l'argent parce que je veux faire un voyage. J'ai envie d'aller me balader en Europe. Et donc, je commençais à avoir un peu d'amis un peu partout en Europe. Et donc, j'avais envie d'aller les voir à droite à gauche. Et il m'a dit, je trouve ton projet génial. J'ai envie de voyager, mais je suis un peu trop vieux pour le faire tout seul. Donc, si tu veux, on part 1 semaine sur tes 3 semaines ensemble. Je te paye les frais de cette première semaine. Et tu travailles chez moi pour te payer la suite. On est parti à Cologne, puis Berlin. On est descendu à Prague. Et après Prague, on s'est quitté. Moi, je suis parti à Budapest, Belgrade. Je suis allé au Monténégro. Et puis, j'ai remonté l'Italie par Paris, Naples, Florence, Sainte-Terre, Turin. Et je suis rentré à la maison. Ok, donc beau voyage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a motivé? Je fonctionne pas mal par impulsion. Donc l'impulsion, c'est de dire, tiens, j'ai une pote à Florence, j'aime bien la voir. Tiens, il y a ça qui se présente à moi, j'ai envie de le faire. Et après, l'idée, c'est aussi de se dire, ok, comment je réagis tout seul en voyage, comment je me sens, est-ce que je suis dynamique, est-ce que je reste dans ma chambre d'hostel, comment je gère mon budget, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est bien. Parce que t'étais quand même très jeune, du coup. J'avais 19 ans. Donc 19 ans, premier voyage en sac à dos, seul. Ouais, une partie accompagnée, mais... Et aussi tout financé par mes soins. Ok, ça c'est... Donc ça a encore plus de sens. Bien sûr. Enfin, tout financé sauf cette première semaine, du coup.
Oui, mais que tu as quand même financé autrement. Voilà. Tu as donné de ton temps pour qu'ils puissent... C'est ça. C'est Un échange de bons procédés, on va dire. Donc, ce premier voyage assez fou. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné quand tu es parti la première fois? Non, je suis très insouciant. Et je prends grand soin à garder cette insouciance. Là, typiquement, je pars en Australie demain, je me pose aucune question. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être assez serein pour mon arrivée, mais je me pose aucune question de comment va être l'Australie, qu'est-ce que j'en attends, etc., etc. Je me laisse confiance. Je me fais confiance pour m'adapter dans un endroit et en faire quelque chose de super. Mais je pars pas en me disant ça doit être comme ça doit être comme ci, j'ai trop hâte ou quoi. Bien sûr, quand mes potes me disent t'as trop hâte d'aller en Australie, je leur dis oui, j'ai trop hâte d'aller en Australie, ce qui est foncièrement vrai. Ça va être cool comme aventure. Mais tant que j'y suis pas, j'y pense pas. Parce que ça Bel état d'esprit. permet de vivre dans le moment présent aussi. Voilà, donc là, évidemment, je dois faire des trucs administratifs, des choses comme ça, mais c'est Petit moins fun. c'est le minimum aussi pour pas être désorganisé. J'ai quand même besoin d'un minimum d'organisation pour être tranquille. Excellent. Et si je rebondis, tu parlais donc que tu avais financé ce premier voyage, donc à 19 ans, ce qui est génial, bravo à toi. Est-ce que tu avais déjà commencé à travailler? Est-ce que tu faisais des petits boulots pendant tes études? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut justifier pourquoi tu es autonome, pourquoi tu fais tous ces choix. J'ai pas trimé à devoir prendre un boulot dès ma première année de fac. Ok. À côté de ça, je faisais des petits boulots. On a mis l'appart en Airbnb. Enfin, voilà, on se débrouillait, quoi. Pour payer les vacances, pour payer les loisirs, ouais, je me débrouillais. Et c'est bien parce que tu avais quand même cette conscience de je viens d'une famille qui a les moyens, mais j'ai envie de gagner mon argent pour pouvoir être vraiment autonome et rien devoir. Bah, ce qui est bien, c'est que j'ai eu le 50-50. J'avais une mère qui était infirmière et qui avait pas tant de sous que ça. Ouais. Mais dans une famille où on était bien. Et donc, ce premier voyage que tu as financé, que tu as adoré, j'imagine. Ouais. Et après, l'autre gros voyage. Et bah, pour revenir à l'Erasmus, je suis parti en Espagne tout seul. Donc, immersion totale. J'arrive dans un appart où j'ai parlé mon espagnol d'école. J'avais pas tellement parlé espagnol hors de ça. D'accord. Mon niveau d'anglais était bon. Et du coup, j'ai pris un mois à écouter de l'espagnol et répondre en anglais. Ok. Parce que, Mais t'étais déjà à l'aise en anglais et t'avais des bases en espagnol, donc ça aide. c'est ça aide. Et c'est surtout que, en fait, arriver dans un nouveau pays tout seul, dans une nouvelle ville tout seul, pour de nouvelles études, avec des gens que tu connais pas, il y avait tellement tout à découvrir et mon cerveau était tellement surchargé d'informations qu'en plus d'apprendre plein pour une nouvelle langue, c'était vraiment fatigant. Au bout d'un mois, je parlais espagnol quasiment couramment. À la fin de l'année, j'avais l'accent galicien. Et tout allait bien. Je jouais aux jeux de société avec eux. Enfin, j'ai rencontré leurs potes, ça se passait très bien. Je suis allé voir leur famille, c'était génial. Et puis, l'Erasmus. Est-ce que justement tu peux m'expliquer un peu comment tu as vécu l'Erasmus, ce que tu en as retiré, parce que c'est quand même une expérience qui est incroyable. Je parle en connaissance de cause, je l'ai fait aussi. Et je pense que c'est une année qui change beaucoup de choses. C'est une année turning point, comme on peut dire. Bon, tu l'as vécu aussi. Chacun le vit à sa manière. Il y en a qui n'ont pas des belles expériences, d'autres c'est mitigé. Moi, c'était vraiment un besoin fondamental de sortir de mon environnement, de plus être avec mes potes, plus être avec ma famille, d'être dans un environnement étranger, rencontrer de nouvelles personnes, me réinventer. Parce que foncièrement, à Lille et au lycée, j'étais bien sans être bien. Toujours un mal-être qui venait de moi, qui venait de ma perception de moi-même vis-à-vis des autres. Je me posais beaucoup de questions, j'étais beaucoup dans l'introspection. Et Donc t'es parti un peu pour aller à la découverte de toi-même. ouais, aussi, je le savais pas, mais oui, c'est clairement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en couple avec une fille depuis 2 ans et demi, dans une super relation, qui se tendait un peu à la fin, mais qui méritait peut-être plus que de l'arrêter cash parce qu'il partait en Espagne. Et finalement, j'ai tout arrêté, un peu tout plaqué, et je suis parti en Espagne tout seul pour Vraiment une aventure. recommencer à zéro, quoi. Ouais, c'est ça, et ça m'a fait énormément de bien. Je me suis vraiment découvert pendant cette année. On a voyagé en Espagne, on a voyagé au Portugal. Ça m'a créé des contacts dans toute l'Europe et même dans le monde entier, parce qu'il y avait beaucoup de latinos, mexicains et ainsi de suite. Et donc, ça m'a ouvert des portes géniales. Et puis surtout, de mois à mois, je me suis senti si bien Dans ce bel environnement. dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle vie. Genre, j'étais vraiment épanoui et ça m'a beaucoup changé niveau confiance en moi. Je me suis senti bien.
Et mais je me sentais bien avant, mais pas tout le temps. Où il y avait, Oui, chercher peut-être il y avait encore. des trucs qui me dérangeaient, mais c'est normal. On est jeune. Là, cette année-là m'a vraiment énormément aidé sur le plan perso. Oui. Avant, j'avais un syndrome de l'imposteur de dire je mérite pas grand-chose. Le moins on me voit, le mieux je me porte. Alors que dans les faits, quand tu me voyais de manière sociale, je prenais de la place, tu vois. Mais dans ma tête, Ça, d'ailleurs. c'est un truc, moins on me voit, mieux je me porte. Non, je préfère être la personne la plus normale et normalisée. Et ce sera OK comme ça. Si je fais pas de problème, j'aurai pas de problème. Donc, ce ressenti de moi à moi et ce que je redonnais dans la vie, il y avait une asymétrie complète. J'étais vraiment pas aligné avec moi-même. Ouais. Et l'Erasmus m'a fait du bien pour m'aligner avec une nouvelle personne. On en reparlera, mais là, je suis parti 4 mois en Amérique latine. Et ça m'a vraiment permis de m'aligner beaucoup plus avec moi-même parce que, a posteriori, j'ai vécu quelques autres expériences entre-temps et ça m'a fait du bien. Mais cet Erasmus, c'est la première grosse expérience qui t'a révélé, quoi. Voilà, première grosse expérience qui m'a fait énormément de bien pour comprendre qui j'allais être un peu par la suite. Trop bien. Ouais. Et donc, après cette année incroyable, déjà le retour en France, j'imagine, qui fait un peu mal, ou tu l'as bien vécu? Non, j'étais serein. J'étais très serein parce que je savais que j'avais signé pour un an d'Erasmus et que quand je rentrais, j'allais en école de commerce. Ok, tu as direct enchaîné. Je suis arrivé à Schema en septembre 2019 où on s'est retrouvés dans les mêmes amphis, dans les mêmes classes. Et Et comment tu as vécu le parcours école de commerce? Parce que là-dessus, je pense qu'on a des avis différents. Est-ce que toi, tu peux me faire un retour ce que ça t'a apporté Mon parcours école de commerce commençait très bien parce que je suis arrivé plein d'énergie, plein de confiance, gonflé à bloc, presque trop confiant. Oui, post-Erasmus. Ouais, post-Erasmus et puis surtout dans la fleur de l'âge, quoi. J'avais 20 ans, je me sentais tout puissant, quoi. Vraiment tout puissant. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une sorte de salto arrière pour descendre sur la plage sans frimer pour autant. Vraiment, c'était pour aller faire pipi sur la plage, quoi. Et je me suis fait une quadruple fracture du péroné. École qui commence bien, du coup. Puis voilà, 20 jours après le début de mes courses, qui met un top niveau confiance en soi et qui est un dynamisme. Et donc, j'ai passé 4 mois avec une botte, parce que forcément, je fais ça la veille des révélations de liste BDE, puisque je listais BDE. Forcément. Parce que moi, je porte un intérêt à vivre l'expérience de manière complète. Donc, à la fois, j'avais une bande de potes où c'était très chill et on va dire que on faisait partie des nobody où on n'était pas dans des assos, il n'y a rien à voir. T'étais pas dans cette bande de potes, mais t'étais dans le même mood. Et à côté de ça, j'avais toute cette vie d'école de commerce où j'étais dans 3 assos différentes. Ouais. Et ensuite, on nous dit que potentiellement, on peut faire une césure. Et on ne sait pas encore trop ce qu'on veut faire. On peut aller faire 2 fois 6 mois de stage. Là, on est en 2019-2020. Moi, dans ma tête, je rentrais à Schema, je faisais 2 ans, 4 campus différents, j'allais sur 4 continents différents. Que ce soit c'est l'avantage de ce Brésil, Chine ou quoi, j'avais envie d'aller me balader. Et on me propose la césure, je me dis, tiens, c'est quand même pas mal parce que je sais toujours pas ce que je veux faire de mes 10 doigts. Et on commence à nous dire, faites des CV projectifs, où vous voulez être dans 5 ans, faut avoir une idée de ce que tu veux faire. Sinon tu matches pas. Sinon, tu matches pas aux critères. Je matche pas aux critères. Donc, je me dis, aller bosser, ça peut me faire du bien. Et je trouve un stage à Paris chez Umico, une filiale de Europcar. Ok. En tant que business. Très intéressant, premier job, j'étais pas très... Oui, c'était la première fois, du coup, que tu travaillais réellement dans le monde un peu business. Oui, j'avais été chef de projet digital dans une agence marketing et pendant un mois, et j'avais été commercial pour Ferrero Rocher, pour Ferrero, 3 mois à Royan. Donc ça, c'était quand même très business, mais c'était terrain, c'était différent. Ouais, là, je commençais à rencontrer le monde du service, moins terre à terre, et beaucoup de téléphone, de problem solving, et de comprendre un peu la dynamique d'une entreprise où tu te rends compte qu'une boîte qui a l'air d'être tout bien, tout roule, quand t'es à l'intérieur, en fait, oui, tu vois, et c'est souvent le cas dans une boîte, quoi. Et donc, ça, c'était intéressant. J'ai fait 6 mois, j'avais un manager super, des collègues super sympas, donc assez épanouissant. Mais au bout de 4 mois de stage, on se retrouve à être en Covid. C'est vrai, période du Covid. Donc, on a le Covid qui pop. Je finis mon stage en télétravail depuis Royan. Je me mets tout seul dans la baraque de famille.
Et c'était le meilleur plan parce que tous mes potes de Royan ont fait la même chose. Et donc, on s'est retrouvés à une vingtaine dans nos maisons de famille, sans parents, à Royan, au bord de la mer. Par rapport à d'autres, j'ai eu énormément de chance. Donc ça, c'était cool. On sort du Covid. Je fais une soirée pour inviter tous ceux qui m'avaient invité. Parce que le deal, c'était aussi, ma grand-mère était vraiment... elle sentait qu'elle avait pas trop de contrôle sur la situation parce que j'étais tout seul. Et chez elle. Donc, je savais qu'il fallait pas que j'invite trop de monde. J'avais hébergé un pote, elle était pas très contente de ça. Bon, bref. Et le deal, c'était parce qu'il y a le Covid, il faut être responsable et faire attention. Donc, il y a toutes les restrictions. Et moi, très petit con, à partir du moment où ils ont dit, fin du confinement, j'ai dit, il n'y a plus de règles dans ce cas-là. Ouais. Ce qui est rationnellement, pas malin, hein, parce que il y a une maladie dans l'air, elle va pas disparaître du jour au lendemain. C'est sûr. Et donc, j'invite tout le monde pour remercier les gens qui m'ont invité. Et puis, c'est un moment où j'aime bien accueillir chez moi. Et on fait une belle soirée, un peu bruyante, on dérange les voisins. Les voisins appellent ma grand-mère à 3h du matin. Le lendemain, j'ai un appel très salé de ma grand-mère, assez violent, qui sera dur à vivre, où j'ai des potes chez moi, mes meilleurs amis, elles me disent tout le monde dégage, ça coûtera moins cher d'aller à l'hôtel ce soir que si je vous fais expulser avec les flics. Enfin voilà, il y a des choses en famille. Des discussions qui se passent très mal. Voilà, des discussions qui se passent pas bien, elle détruit mon éducation, qui je suis, ce que je fais. Enfin voilà, alors, j'ai toujours voulu la reconnaissance de ma grand-mère, d'où la prépa intégrée. Enfin voilà, j'avais envie de correspondre aux critères qu'elle souhaitait de moi, naturellement. Et donc il y a cet épisode-là que je vis très mal. Je fais des choses en famille que je pense que doivent pas arriver. Et sorti de dans ce déconfinement-là, je trouve un nouveau stage. Donc, continue de bosser. Et je suis tout seul dans un appart à Paris. C'était la première fois que je me retrouvais tout seul en appart. Ok. Donc, à ce moment-là, tu le vis comment? Parce que c'est une grosse étape, quand même. Foncièrement, ça faisait longtemps que j'avais pas été tout seul à vivre. Ouais, donc ça fait du bien, quoi. Et à la fois, ça fait du bien. Et en même temps, il y avait tout le temps mes potes chez moi, quand j'avais besoin d'avoir du monde. Et surtout, je me suis réfugié dans le travail où je bossais comme un acharné. J'ai une manager assez concernée par un petit problème de santé que j'ai. J'ai une boule dans le cou qui ne part pas. C'est des ganglions qui ont explosé, mais qui ne part pas. Je m'en soucie pas, je veux pas savoir ce que c'est. Et à un moment, je dois donner mon sang. Et le docteur refuse de prendre mon sang. Il me dit, tu vas faire des examens. Bon, je me retrouve contraint d'aller faire des examens. Je fais une ponction et j'apprends, ça c'était fin novembre, j'apprends en décembre que j'ai un cancer du sang, un lymphome d'Hodgkin, qui est assez particulier dans le sens où ça touche une personne sur 100 000, mais du coup ça vient vraiment de ces ganglions qui ont explosé, des cellules malignes et le lymphome. Et donc je suis un peu pris au dépourvu parce que le plan c'était, après ce stage, de partir en CDI pendant 1 an avec mon entreprise à Maurice. Et donc là, je suis un peu bloqué par les événements. Tu m'étonnes. Comment tu vis l'annonce de la maladie, du cancer? Parce que t'es seul, en plus, quand tu l'apprends. Comment tu réagis sur le coup? Ouais, je n'avais pas prévenu beaucoup de monde que j'avais fait une ponction. Et en fait, le 7 décembre, je rentre, je suis au travail. Et le médecin m'appelle et me dit, bon, je peux pas vous dire au téléphone ce qui se passe, mais il faut que vous veniez. Je préviens juste ma manager et donc je vais tout seul à l'hôpital. Et le mec m'annonce que j'ai un lymphome. Je sais ce que c'est un lymphome, je comprends plus ou moins ce qui va se passer. Mais aussi, ça reste un choc. Donc, première réaction, c'est que je m'écroule, je pleure. Deuxième réaction, je pose des questions pour comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui va être fait, etc. Le mec m'explique que c'est un lymphome qui est connu. Il y a des traitements, il y a des chimios qui sont établis. Je suis jeune et que certes, c'est un cancer qui a évolué un peu dans mon corps, mais que j'ai pas de pronostic vital engagé et que il y a encore un peu de temps. Donc, on me parle et je lui dis, moi, j'aimerais bien pouvoir passer les fêtes tranquille. Voilà, voir ma famille, pas avoir recommencé les chimios avant et commencer qu'en janvier. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Et donc, ça, c'est rassurant déjà de savoir qu'il y a des traitements, que je peux commencer après. Donc, t'as très vite fait confiance, en fait. Ouais, j'ai très vite fait confiance. Le médecin a été très bon, il a été très rassurant. J'ai pris le temps, après 7 mois de chimio, de lui envoyer un message pour le remercier, mais a posteriori. Et comment tu l'as annoncé à tes proches? Au début, je voulais pas l'annoncer.
Au début, je voulais le garder pour moi. Je voulais pas en parler. Je me suis dit, tu vas faire le petit bonhomme solide et le vivre tout seul. Tu sais. La seule personne avec qui je l'ai dit, c'était ma manager en sortant du rendez-vous médical, parce que j'avais besoin de le partager et qu'elle était au courant. De toute manière, elle allait pas me lâcher. Donc, elle avait besoin de la réponse. Et j'ai fait le choix de pas le dire à ma mère parce que je savais que je rentrais 2 semaines après en Charente et que je voulais le dire de vive voix. Que je le dirais pas à ma grand-mère parce elle est âgée et que j'avais pas envie de la stresser avec un cancer qui est un gros mot, alors que j'avais déjà intimement confiance que ça allait bien se passer. Et je l'ai dit petit à petit à mes potes. Je leur ai annoncé, surtout, on a fait une soirée le 13 décembre. Je leur ai annoncé à ce moment-là, mais j'avais commencé à le dire à mes potes les plus proches. Et puis voilà, ça s'est fait, j'ai fait les fêtes et je suis rentré en janvier. Et 8 janvier, j'étais dans ma première chimio qui ont duré pour 6 mois. Ok. Et comment on vit du coup cette chimio, comment on vit la maladie quand on a 21 ans, que c'était pas du tout prévu et qu'on a envie de tout sauf ça, quoi. Eh ben, c'est bizarre parce que déjà, j'ai été super bien pris en charge. J'ai eu la chance parce qu'avec mon entreprise, le patron m'a fait partager ce contact et m'a permis d'être pris en charge par les meilleurs praticiens de Paris. Donc déjà, ça me met en confiance. Oui, ça c'est sûr. Et moi, je l'ai pris vraiment comme un challenge. Je me suis dit, ok, je vais avoir des belles histoires à raconter quand je serai plus vieux. Et donc, je pars en tête de c'est un cancer, il y a un traitement, ça va bien se passer. Et ma façon de le vivre, c'était vraiment, j'ai un boulot, donc je continue de bosser à fond. Ça me permet de me vider l'esprit, ça m'occupe. Je bossais de 10h à 20h non-stop. Je fais beaucoup de sport, donc je me suis fait un programme sportif aux petits oignons et j'ai vraiment boulot de niveau sport. Et je faisais des soirées, je voyais mes potes. Et ça faisait du bien parce que l'avantage que j'ai eu, c'est qu'on est tombé en plein Covid. Et donc, j'avais la même vie que tout le monde foncièrement. Ouais. Ok, je devais faire plus attention par rapport aux maladies, aux bactéries, etc. J'étais plus faible, je pouvais vomir, j'avais des chimios, etc. J'avais plus de cheveux, poils. Mais il n'y avait pas toute une vie dehors auquel je pouvais pas accéder parce que j'étais trop à risque. Oui, c'était moins différent du coup. Voilà. Tout le monde était dans la même situation. Le plus gros truc, c'est que j'ai dû arrêter de boire et c'était pas une habitude pour moi de pas boire. Ça m'a pas du tout coûté. C'était très bien, mais voilà, c'était le seul truc. Et donc, je l'ai vécu bien. Ça m'a pris un peu de temps de le processer au démarrage. J'ai mis du temps à l'annoncer à mes proches, à mes potes. Mais après, dès que j'ai commencé ma première chimio, j'étais en mode, ok, machine de combat, tu vois. T'as été très bien entouré aussi. J'étais super bien entouré. J'ai des amis géniaux, dont toi. Et ma mère a été très présente aussi parce que elle a vécu le cancer plus fort que moi encore. C'était plus dur pour elle que pour moi. Pour mes potes aussi, c'était plus dur. Et je l'ai vécu dans une coloc avec 2 potes où se rendaient même plus compte que j'avais un cancer au bout d'un moment. Mes potes qui venaient me voir, qui prenaient soin de moi. Enfin, c'était bien. C'était super bien. J'étais dans le meilleur cadre possible, dans les meilleures conditions pour que ça se passe bien. Et comment t'as vécu, parce que du coup, t'as perdu tes cheveux, t'as perdu tes sourcils, tous tes poils. Comment est-ce que t'as vécu ce changement physique? Physiquement, j'étais bien, parce que je mangeais bien, je faisais beaucoup de sport, donc autant je me sentais faible, parce que dès que je marchais, je montais 3 marches, j'étais essoufflé. Autant physiquement, quand je me voyais, l'image que je me renvoyais était pas horrible. Par contre, effectivement, de perdre ses cheveux, ses sourcils, où tu passes dans l'état de vraiment malade, tu renvoies que t'es malade aux autres. J'avais plus d'énergie, quoi. Donc c'était dur. Je suis habitué à faire beaucoup de sport, à être dynamique, ouais, sportif comme garçon. Et donc de me voir décroître en termes de capacité, c'était dur. Et au-delà des capacités physiques, j'ai perdu confiance en moi vis-à-vis de moi-même. Mon corps m'avait lâché, je pouvais plus lui faire confiance. Genre, il m'avait abandonné sur un point. Donc ça a pris du temps derrière à reconstruire, mais voilà, à ce moment-là, c'était compliqué. Et puis l'image que je renvoyais était pas attractive, quoi. Donc c'était compliqué. Moi, j'aime bien plaire aux gens. Et effectivement, quand les gens te voient directement et ça se voit que t'es malade, bah forcément, on te perçoit un peu différemment. Après, les gens qui ont un soupçon de pitié à un moment ou un autre, je suis très vite recadré pour leur dire pas de ça avec moi. Non, ça, t'as jamais voulu qu'on te plaigne. T'as toujours fait en sorte de rester toi-même et que la maladie, c'est une chose, tu la vis, mais c'est pas une excuse pour le reste, quoi. C'est ça, et ça doit pas peser sur la vie des autres. Donc, autant moi, j'étais structuré, prêt à vivre ma maladie, autant mes proches m'ont
ça a été Toujours plus violent. ça a été plus violent pour mes proches et donc j'ai pris beaucoup d'énergie pour soigner mes relations et faire en sorte que mes proches soient rassurés que tout allait bien. Et donc, de me voir vivre, de me voir faire du sport, de me voir travailler. T'es toi-même, en fait. D'accord, voilà. Dynamique. Ça, mais tout en montrant aussi des faiblesses. En soirée, ça m'arrivait d'aller me coucher à 21h, parce que j'avais besoin de dormir, j'étais fatigué, ou d'aller vomir en plein milieu d'une journée, et je le cachais pas. Parce qu'il y a des gens qui le cachent, qui mettent des perruques, qui assument pas leur maladie. Moi, j'avais vraiment envie de vivre l'expérience pleinement. Que ouais, j'ai eu des moments de faiblesse, mais que le reste du temps, j'étais fort, que ça rassurait tout le monde. Et que t'es humain, c'est normal que t'aies des moments où ce soit plus compliqué. Enfin, c'est absolument normal, mais voilà, j'aurais pu aussi choisir de tout cacher, de tout bloquer et de tout garder pour moi. Mais c'était pas la solution qui me semblait la plus adéquate. Et du coup, donc, on a eu l'incroyable nouvelle l'été qui a suivi. Donc, tu as fait 6 mois de chimio. Ensuite, tu nous as annoncé que tu étais en rémission. Comment on vit l'après-maladie? Comment ça se passe après cette épreuve, quoi? Ouais, au bout de la 3e chimio, j'avais déjà plus de cancer. Donc, j'ai quand même continué le cycle jusqu'au bout. Début d'été 2021, du coup, je préviens tout le monde que tout va bien et que j'ai plus de chimio. Du coup, je sors de là. L'après-cancer se passe comme une libération. Déjà, je me sens bien. J'ai envie je peux revivre normalement, quoi. Donc, je me remets à voyager, je me remets à boire, à me balader partout, à refaire du sport. Et je pars en Martinique avec des potes, voyage de compression. Je pars un mois à l'île Maurice pour travailler, pour finir un projet que la boîte m'avait confié. Et de juin, je finis ma chimio en mai, et de juin à septembre, j'ai un passage un peu compliqué où je vais un peu trop chercher des limites et où je me teste. Je n'écoute plus la voix raisonnable qui contrebalançait la voix déraisonnable dans ma tête. Donc j'ai toujours eu des intrusive thoughts un peu risqués, mais souvent je les calmais. Là, je les calmais plus. Je faisais tout ce qui me passait par la tête. Et ouais, j'ai eu ces 4-5 mois où j'ai inquiété mes proches. Je me suis rendu compte que ouais, moi, je me faisais pas peur à moi-même. Mais tu t'es Tellement j'avais plus peur de rien. Parce que tu vis une expérience de mort sans mourir. Et pour autant, j'avais besoin d'aller chercher cette mort-là. J'en avais plus peur. Donc, j'allais voir jusqu'où elle était, quoi. Tu n'as pas eu peur de mourir pendant la maladie? À quasiment aucun moment. Ça m'est arrivé une fois. Mais j'avais tellement confiance dans le traitement, dans les médecins, dans ma capacité de bien faire, que je me suis pas inquiété. Je me suis pas dit, ce cancer-là, il sera mortel pour moi. Je n'étais pas dans les conditions c'était pas le moment de toute manière. Il y a eu un moment où j'ai eu un gros lot émotionnel. C'était dur. Où j'ai un peu craqué avec ma mère. J'étais au téléphone avec elle. J'ai un peu gueulé dessus. J'étais dans le dur. J'avais pleuré tout seul dans ma chambre. Je m'étais dit, ok, en fait, c'est vraiment dur comme maladie. Et là, je me sens un peu faible. Et en fait, ouais, c'est un truc qui peut te tuer. Mais je me suis jamais dit, ça va me tuer. Je me suis dit, c'est un truc qui aurait pu me tuer. Effectivement, à partir de ce moment-là, t'internalises que, ouais, tu peux mourir de cette maladie. Même si je le sais, j'ai toujours su, je l'ai jamais intégré foncièrement. Et donc, cette période-là m'a aussi montré que, ouais, voilà, il y a des vraies chutes de morale. Et donc, après, c'est remonté. Mais j'ai jamais eu peur de mourir, non. C'est déjà rassurant et pour toi et pour les autres, parce que tu as fait confiance, tu t'es fait confiance et tu as été très positif et c'est ce qui a permis que tout se passe pour le mieux. Ouais. Parce que 6 mois, c'est quand même assez court au final pour un cancer. C'est très court et mes ingrédients personnels, parce que chaque maladie se vit de manière très personnelle. Chacun a son environnement autour, il se passe ce qui se passe. Mes ingrédients succès pour bien le vivre, c'était effectivement d'avoir un entourage proche qui me soutient et qui est là et que je soutiens, faire énormément de sport, continuer de vivre et d'avoir un travail. C'était vraiment 4-5 piliers qui m'ont permis d'être serein tout le long et de faire confiance surtout. En fait, le plus important, c'est surtout j'avais confiance en moi pour que ça se passe bien. Je ne cherchais pas à vaincre le cancer, je cherchais à vivre avec et qu'il parte et que je retrouve ma vie derrière. Et par contre, j'ai retrouvé ma vie, mais je l'ai retrouvée bien comme il faut. Donc, j'y suis allé un peu trop fort jusqu'à septembre 2021. Et après, j'ai
pris un peu des marques. J'ai fait un choix en décembre de ne pas partir en Erasmus au Mexique et de rester à Paris travailler. Je devais reprendre mes études de toute manière, mais donc j'ai préféré, plutôt que d'aller dans un endroit un peu où je pouvais continuer d'être juste border encore, Tester les limites. de me structurer, de m'engager avec ma boîte, de prendre un appart tout seul, de rentrer dans des routines, donc faire plus de sport. Mais il s'est passé que entre le CDI, qui est très exigeant, les cours, ma vie sociale, le sport, au bout de 3 mois de ce cocktail explosif, j'en avais trop plein la casquette. En fait, C'était trop. Mais voilà, mais c'était ce que je recherchais. Chercher cette limite. Je la connaissais pas, cette limite de. Moi, je me suis perdu. Ouais, surmenage, je me suis perdu. C'est comme ça que tu arrives au burn-out, je présume. Oui. Mais C'est les prémices. j'ai eu la chance, on va dire, de m'en rendre compte avant et de me dire, OK, là, il y en a trop. Donc, j'ai prévenu ma boîte que j'arrêtais de bosser avec eux en septembre parce que je reprenais les cours et que je faisais que les cours. Et donc là, je prenais une année à partir de septembre 2022. T'as pris du temps pour toi. Pour moi. Je mets les choses en place, je finis de bosser. Déjà, le fait de savoir que j'allais arrêter de bosser a un peu à libérer les choses. J'ai fini mon Erasmus, j'avais plus de temps. Ça s'est bien passé la fin du contrat. Et là, j'arrive à Schema et ça se passe super bien. Et donc, pendant la maladie, tu n'as pas été suivi par une psy. Non. Mais tu as vu une psychologue à partir du moment où tu as repris une vie plus calme, où tu as décidé de prendre du temps pour toi. Là, tu t'es dit, il est temps que j'aille parler. Ouais, exactement. En fait, j'ai toujours eu la possibilité, je le savais, je pouvais avoir une psychologue tout au long de ma maladie. Et je me suis toujours dit que je sentirais le moment. Le besoin de gérer. Voilà, le besoin d'y aller. Et ce moment-là, je ne l'ai pas senti avant, effectivement, septembre 2022, à 5 mois de la fin de ma chimio, où j'ai eu le temps d'avoir un peu de recul déjà sur la chimio et de voir tout le bordel que j'avais foutu entre-temps. Et là, j'arrive à l'école, je me fais des nouveaux potes, j'ai du temps libre pour me reposer, me faire du bien, de sortir, de voyager. Et donc, je me remets des routines, j'ai mon appart, je suis bien. Donc là, je remets tout en place et effectivement, le psy permet de décanter ces sujets-là qui sont un peu plus profonds et ça te donne une sphère privée hors de tout ce que tu connais déjà où tu peux parler de tout ce qui se passe dans ta tête et ça fait un bien fou. Et ça t'a vraiment aidé, du coup, d'extérioriser, de libérer certaines choses. Tu penses qu'à ce moment-là, c'était le meilleur moment pour le faire? Je l'ai senti comme ça et je pense réellement que ça m'a beaucoup aidé à avancer pour arriver à là où je suis aujourd'hui. Et donc, t'as fait ton année à Kema, ta dernière année, et après, t'as décidé de partir en voyage. T'es parti tout seul avec ton sac à dos. Pourquoi t'as décidé de partir? Et comment ça s'est passé? Ouais, alors du coup, je reprends Schema, c'est 2 semestres d'études, donc de septembre à avril. Tu dois faire une thèse et un stage de fin d'études. Coup de bol, coup de bol non, mais j'avais prévu les choses pour avoir assez d'expérience, assez de tous les critères qu'il fallait pour ne pas avoir à les faire. Parce que j'avais un projet qui me tenait plus à cœur, qui était de partir en Amérique latine. Depuis mon Erasmus, j'ai toujours aimé ce que les latinos m'avaient fait ressentir de leur façon d'être et donc de ce qui se passerait dans leur pays. Et donc j'avais envie d'aller voir ça. Découvrir. En plus, j'avais squeezé l'Erasmus au Mexique et c'était dur comme choix à faire. Et donc, voilà, là, c'était le moment que je le prenne pour moi. De toute façon, cette fin d'année 2022 et l'année 2023, c'était une année pour moi. Que je me concentrais sur moi-même et je reposais des bases fondamentales pour devenir quelqu'un d'autre. Parce que le cancer a tellement rasé qui j'étais, comment je me sentais, etc. Ça a détruit ma confiance en moi, ça a détruit pas mal de choses. Et donc, j'avais besoin de refaire un état des lieux de qui je suis maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que je peux pas garder, qu'est-ce que je vais être, qui j'ai envie d'être, comment je vais l'être, et ainsi de suite. Et donc, ce voyage, là, je me dis, vas-y, je vais voir des pingouins en Patagonie, parce que je vois un réel ou un documentaire, je sais plus. Je commence à en parler déjà à mes potes, je leur dis, ouais, je vais le faire. Et un mois avant, je commence à organiser mon voyage, je me rends compte qu'il n'y a pas de pingouins en Patagonie en mai. Et ils sont partis en avril, c'est con. Mauvais timing. Voilà, mauvais timing, mais c'est pas grave. J'avais acté le fait que j'y allais, donc c'était le principal. Disons que les pingouins auraient été l'élément déclencheur avec cet attrait pour le monde latin. Et c'est pas grave s'ils y sont pas parce que vas-y, on y va. Le but du voyage, c'était surtout de partir à la découverte de toi-même. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'était reposer ces bases-là et me redécouvrir et me reprouver un tas de choses. Donc, je suis parti en Argentine. Je suis passé une semaine en Bolivie, 15 jours au Pérou, 15 jours en Colombie, une semaine au Guatemala, 1 mois au Mexique et 1 mois aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage? Qu'est-ce que tu retiens vraiment?
d'un point de vue personnel et de ce que je recherchais, ce qui m'a le plus marqué, c'est que je me suis prouvé à moi-même que j'étais encore quelqu'un. J'étais capable d'exister dans un nouvel environnement et de me réinventer, rencontrer des gens, vivre des aventures, tous les jours être dynamique. Et ça m'a permis de m'aligner avec moi-même. J'étais serein à la fin de ce voyage et pendant tout le voyage, j'étais très confiant. Souvent, on me dit entre potes, merci l'univers. Tous les jours, je prévoyais rien pour le lendemain. Ouais, tu te laissais aller. Tous les lendemains se passaient très très bien. Il y avait des activités, il y avait des gens que je rencontrais qui m'emmenaient à droite à gauche, des trucs tout bêtes, mais je devais prendre un bus, j'arrive au dernier moment à la station de bus, je prenais la dernière place du bus. Et si je le ratais, je devais dormir dans une ville un peu craignos et pas aller là où je voulais. Donc, en plus, je voyageais en 4 mois, donc je restais 2-3 jours max dans des endroits. Donc, il y avait quand même un timing et j'aimais bien que ce soit rythmé. Si jamais ça bloquait, il y avait de la friction, ça aurait pas été aussi fluide. Alors que Non, t'étais au bon endroit au bon moment. J'étais au bon endroit au bon moment. Pendant 4 mois, j'étais fluide. Incroyable, quoi. Vraiment, c'était fou. Donc ça m'a fait du bien. J'ai adoré l'Argentine. C'était le premier pays dans lequel je suis passé dans ce voyage-là. J'ai vu des choses extraordinaires. Les Argentins sont géniaux. La culture est belle. Des choses à voir et ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que je le chéris parce que c'est aussi le premier pays que j'ai vu de cet endroit-là. Mais avec le recul, là, ça fait quelques mois que j'y suis plus du coup. Chaque pays avait quelque chose d'extraordinaire à offrir. Mais l'Argentine reste un peu plus dans mon cœur quand même. Ok. Et est-ce que tu t'es senti en sécurité dans les différents pays que tu as fait? Parce que bon, on sait tous que l'Amérique latine a une très mauvaise réputation. Est-ce que toi, tu peux nous faire un retour de ton expérience? Ouais, c'est souvent la grande question. Alors, je t'avoue que je pars avec des bases un peu plus cool, dans le sens où je parle espagnol couramment, anglais couramment. J'ai un peu le physique du latino, alors que je suis un peu plus blanc, mais j'ai un peu le physique du latino parce que je suis petit et trapu. Et surtout, je suis un mec qui change un peu la donne. Mais ce qui change particulièrement la donne, c'est que je me prends pas la tête. Je vais dans un pays, je me renseigne pas forcément sur ce que je vais y faire. Je prévois juste un peu les 3-4 premiers jours pour être tranquille. Et après, je fais tout au fil avec les gens que je croise. Je pose des questions aux locaux et je vois ce qui se passe. Et donc, je dirais que non, c'est pas si dangereux que ça. Quand tu respectes, c'est exactement ce que je pense, pour y avoir vécu plusieurs années, quand tu respectes les règles, que tu ne montes pas trop de choses et que tu es bienveillant avec tout le monde, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est juste quand tu vas tester les limites, là, tu sais que le danger peut être bien plus important que celui que tu pourrais avoir dans ton pays. Forcément, si t'arrives avec ta montre pimpante ou que tu montes ton iPhone ou des liasses de billets dans la rue, Là, c'est sûr que t'attires. Donc, bien sûr, t'attires le regard des gens et c'est des gens qui sont aussi bien plus pauvres que toi. bien sûr. Qu'est-ce qui les empêche de venir te racketter? Rien du tout. C'est ce que disent les Colombiens. Nodas papaya. Tu ne tentes pas le diable de venir chercher. Et c'est logique quelque part. C'est juste de la logique pure et simple. Et en revanche, si ton attitude elle est bonne, que t'es rayonnant, souriant, que t'es content d'être là, que tu t'intéresses aux gens, mais les gens vont te le redonner puissance 1000, que tu sois une fille ou un garçon. Il n'y a pas de risque inhérent à être en Amérique latine ou en Chine. Les cultures sont drastiquement opposées. Et tant que tu t'adaptes à la situation, il faut se rappeler que c'est nous les étrangers quand on voyage. Et donc, on s'adapte là où on est. Totalement d'accord. Et justement, en tant que femme, je suis bien placée pour parler, parce qu'après plusieurs années dans ces pays-là, j'ai jamais eu aucun problème, parce que j'ai toujours respecté les règles et fait attention. Donc, j'encourage toutes les filles qui veulent partir en voyage dans ces pays à le faire, à vraiment saisir l'opportunité et à vivre cette aventure incroyable, parce que c'est des pays qui valent le détour. Ouais, mais pareil, j'encouragerais tous ceux qui veulent voyager à le faire et surtout les filles qui ont plus de blocages et de freins à le faire. Au pire, allez-y avec un pote si jamais ça vous rassure. Ou si vous partez vraiment seul, organisez-vous à l'avance. Plus c'est organisé, mieux on se sent. Et justement, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait partir seul, mais qui a peur, qui ne l'a jamais fait? Quel conseil tu lui donnerais? Anticiper les choses. Alors ça va aussi bien de réserver ses nuits d'hostel ou les activités qu'on a envie de faire que quand on se lance dans une situation, par exemple, je sais pas, on loue une moto. Bon qu'est-ce qui peut se passer de mal? Tu te fais voler ta moto, t'as un accident, tu te fais braquer ou quoi que ce soit. Tu les anticipes, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Moi je sais que tous les jours je me baladais avec un billet de 50 sur moi. Si je me fais braquer, je donne ce que j'ai, je cherche pas à faire le faux et c'est pas l'idée. Et par contre, j'avais conscientisé que bien sûr que ça peut m'arriver et que c'est ok. Il faut pas que je le vive comme un traumatisme. C'est
c'est quelque chose qui peut arriver, quoi. Oui, t'attention à se passer dans ces pays. De la même manière, je fais du parachute, j'ai un accident de parachute, j'ai fait du choix de faire le parachute. Donc voilà, faut se prémunir de son inquiétude et de son stress en s'organisant et en anticipant, mais aussi en prenant ses responsabilités. Voilà, je choisis de voyager, je vais dans une autre culture, j'assume. Je m'adapte. Je m'adapte, etc. Donc voilà, faut être en accord avec soi-même. Ça sert à rien non plus de partir parce qu'on veut forcer le truc. Parce qu'il y a plus de chances que ça se passe pas bien. Et donc ce serait dommage. Par contre, dès qu'on le sent et qu'on a juste des petits freins qui sont finalement juste des barrières mentales, ouais, j'encouragerais vraiment à y aller. Vous écoutez des podcasts sur le voyage, vous regardez des vidéos, des documentaires, vous demandez des questions à des potes qui ont voyagé et ça ira, ça se passera mieux. Non, c'était un très bon conseil. Je suis totalement d'accord avec toi. On va terminer le podcast par tes prochains projets, ton prochain voyage. Donc, tu pars demain en Australie. Est-ce que tu peux rapidement m'expliquer pourquoi tu as décidé de partir et ce que tu vas faire? Ouais, là, c'est rigolo. On fait un podcast de Bali. Demain, je pars en Australie. À la base, on est en France. Enfin, C'est très international. voilà, international. C'est passé que suite à mes 4 mois de voyage en Amérique latine et en Amérique, j'avais très envie de partir en VIE. C'est volontariat international entreprise. Tu pars travailler pour une boîte française à l'étranger. Voilà, donc c'est être un bébé expat pour les jeunes. C'est comme l'Erasmus quand t'es en études, mais là, c'est pour les jeunes actifs. Et donc, je voulais faire ça en Amérique latine, si possible dans le vin, parce que ma famille a une propriété viticole et j'aimerais me rapprocher de ce secteur d'activité parce que je le trouve qu'il a plus de sens pour moi. Et donc, je cherche un VIE, je trouve pas, malheureusement. C'est un peu dur pour moi parce que je suis pas habitué à l'échec. Ma vie est très smooth, elle se passe de manière fluide. Et là, ça bloque. Donc, je me dis en même temps, je me suis donné les chances d'avoir un VIE et j'ai carrément pas eu d'entretien. Donc, c'est juste que ça doit pas arriver potentiellement. C'est pas ce que tu devais faire. Comme ça. Et j'ai rencontré un alumni qui m'a dit si tu veux, j'ai des contacts dans le vin en Australie. Et l'Australie, c'est une terre d'accueil. Si t'as faim, ils te donnent à manger. Si t'as envie de travailler, ils te donnent à travailler. Il n'y a pas de limite. Ouais. Tant que tu veux travailler, voilà. Et tout se fait au mérite. Donc, si tu bosses bien, tu vas rencontrer des gens et ça va générer des opportunités pour toi. J'ai bien aimé son speech. Très bien. Très bon feeling. Très bon feeling avec le mec. Et du coup, je pars demain à 2 heures de Sydney pour faire des dégustations de vin dans un vignoble de la Hunter Valley. Et ça, c'est la nouvelle aventure. J'ai un visa d'1 an pour aller travailler et être en vacances en Australie, sans avoir trop prévu et sans me poser trop de questions, parce que pour l'instant, je suis pas je pense pas. Je suis en Indonésie, je profite de ma vie en Indonésie et de mes amis. Et quand j'y serai, j'y penserai plus. J'ai juste fait attention à avoir le minimum syndical pour ma tranquillité. T'as anticipé. Voilà, j'ai anticipé suffisamment tout en étant un peu juste niveau timing, mais suffisamment pour être serein à l'approche de ce voyage-là et qui me permet de pas avoir à y penser et d'être stressé par le départ. T'as encore saisi une opportunité et tu verras bien ce qui se passe pour l'après. Exactement, et j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Suis tes intuitions. Suis mes intuitions et ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. C'est bien. Franchement, c'est un parcours incroyable. Je vais terminer le podcast en te demandant quel est ton mantra, quelle est la petite phrase que tu te répètes pour avancer. Ouais, il n'y a pas de petite phrase, mais par contre, je dis beaucoup comme un yes man. Donc, j'aime bien dire oui à toutes sortes d'opportunités. Et encore que j'apprends maintenant à dire non quand ça me va pas. Avant, je disais trop oui. Maintenant, je fais un équilibre des deux. Mais par contre, je vais puiser de l'énergie constamment chez moi pour aller faire des choses. Parce que j'ai compris que plus t'en faisais, plus il y en avait qui venaient à toi. Ouais. Et donc, provoquer la chance, quoi. Provoquer les opportunités, être en mouvement. Moi, je mets un point d'honneur à être tout le temps en mouvement et être actif. Parce que finalement, si je m'arrête, je m'éteins un peu, alors que tant que je suis en mouvement, je rayonne. Et ça, c'est un truc génial que j'aime beaucoup chez moi. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ta personnalité. On va terminer sur cette petite phrase incroyable. Merci beaucoup, Léo, pour ton partage. Continue d'être la personne incroyable que tu es. Je te souhaite un bon voyage en Australie et à bientôt. Merci beaucoup, Chloé. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.